Le dispositif Transition Pro, c'est une opportunité incroyable pour qui veut changer de carrière en France. Sauf que, pour beaucoup, ça ressemble plus à un labyrinthe administratif sans fin. L'idée ici, c'est simple. On va vous donner la carte et la boussole pour en sortir victorieux. Cette envie de se réinventer, c'est un moteur puissant. Mais soyons honnêtes, la montagne de paperasse et la complexité du dossier peuvent vite doucher l'enthousiasme. C'est justement pour ça qu'on va décortiquer tout le processus ensemble, étape par étape, pour que la frustration se transforme en réussite. En fait, tout est là. D'un côté, on a la promesse, une formation pour un nouveau métier, financée, avec le salaire qui continue de tomber, le rêve. Et de l'autre, il y a la réalité, un processus que tout le monde décrit comme un véritable parcours du combattant. Alors, comment on s'organise pour ce parcours? Voici le plan de bataille. D'abord, on va bien comprendre le défi. Ensuite, on parlera du choix crucial de l'école. Puis on va révéler tous les pièges du dossier, gérer le calendrier, apprendre à comprendre un refus et surtout, à préparer un recours qui fonctionne. Allez, on commence. Avant de foncer tête baissée, il faut prendre la mesure du terrain. Comprendre pourquoi c'est si compliqué, c'est la toute première étape pour bâtir une bonne stratégie et ne pas se laisser surprendre. Alors, le projet de transition professionnelle, le fameux PTP, qu'est-ce que c'est? Sur le papier, c'est un droit. Le droit de prendre du temps sur son travail pour se former à un nouveau métier, tout en gardant son salaire. Ça, c'est la théorie. Mais vous allez voir, le diable se cache vraiment dans les détails. On en arrive à la deuxième étape, trouver son école. Ça semble simple, non? C'est souvent là que commencent les premiers vrais problèmes. C'est un partenariat qu'il faut bien choisir et vite. Pour comprendre, il faut se mettre à la place des écoles. Franchement, beaucoup en ont tout simplement marre. Imaginez, pour chaque candidat, elles doivent remplir des dizaines de pages. Et souvent, elles font tout ce travail pour rien, parce que le dossier est refusé à la fin. Du coup, certaines écoles préfèrent jeter l'éponge. Deux choses à vérifier absolument. Est-ce que l'école accepte bien les dossiers PTP et est-ce que la formation a un code RNCP valide, c'est-à-dire qu'elle est bien reconnue? Heureusement, il y a une super astuce pour ça, une astuce de pro. On peut, dans un seul et même dossier, présenter les devis de plusieurs écoles différentes. Ça montre que le projet est solide, que ça ne tient pas qu'à une seule école, et ça maximise les chances d'avoir une place quelque part. Ok, on attaque le cœur du problème maintenant, le dossier en ligne. Il a l'air tout simple, tout beau, mais en réalité, il est bourré de pièges qui peuvent couler un projet avant même qu'il soit étudié. Le premier piège, c'est la concision extrême. Pour une des parties les plus importantes, là où on commence à expliquer son projet, on a droit à 500 caractères, c'est à peine 2 tweets. Un peu plus loin, ça va un peu mieux, on passe à 1000 caractères. C'est toujours très court pour articuler une argumentation solide. Et enfin, le champ le plus large fait 1500 caractères. La pression est énorme, il faut être percutant, précis et tout dire en quelques lignes. C'est un exercice quasi impossible. Mais attendez, le piège le plus redoutable n'est même pas celui-là. C'est le fait que le document le plus essentiel de tout le dossier, la lettre de motivation détaillée, n'est en fait demandé nulle part. Ou plutôt, il est caché. Voilà comment ça se passe, c'est assez fou. On remplit toutes les petites cases, on arrive à la fin, on signe électroniquement, on se dit « ouf, c'est fini » et là, bim, une nouvelle page apparaît de nulle part. C'est à cet endroit et uniquement là qu'on peut enfin joindre les documents importants. Tellement de candidats passent à côté, c'est un point absolument crucial. On passe à un autre point stratégique que beaucoup de gens oublient, le calendrier. Il ne suffit pas de respecter la date limite. Non, il faut comprendre le tempo du système pour déposer son dossier au meilleur moment. Regardez comme ça bouge. Dans certaines régions, en 2022, la date limite, c'était 7 mois avant le début de la formation. L'année d'après, hop, c'est passé à 5 mois. La seule règle d'or, c'est qu'il n'y en a pas. Ça change tout le temps et ça dépend de la région. Il faut vérifier, revérifier et encore vérifier. Et pourquoi ce timing est si important? À cause de ça, l'argent. La plupart des formations commencent en septembre. Regardez les budgets examinés par les commissions en juillet et août, ils sont gigantesques. En juillet, on parle de 32% du budget de toute l'année. C'est énorme. La conclusion, elle est assez logique. Tout le monde vise ses commissions d'été. Donc oui, il y a plus de budget disponible, mais la concurrence est absolument féroce. Choisir sa date de dépôt, ce n'est pas juste une formalité, c'est un vrai choix stratégique. Bon, parlons de ce qui peut arriver même avec la meilleure préparation du monde, le refus. Ce n'est pas la fin du chemin. Mais pour pouvoir rebondir, il faut le voir non pas comme un échec, mais comme un indice. Il faut le décoder. Les raisons de refus, au fond, tournent presque toujours autour des mêmes questions. Est-ce que le projet est bien décrit? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que la formation choisie est vraiment la bonne? Et surtout, la question à 1 million, est-ce qu'il y a des chances de trouver un travail après? Et puis parfois, c'est simplement qu'il n'y a plus de budget ou que d'autres dossiers étaient prioritaires. Mais le vrai danger d'un refus, au-delà de la déception, il est très pratique. Le temps de faire un recours, de le préparer, d'attendre la nouvelle réponse.
La date de rentrée est déjà passée. Et l'école, elle, n'a pas attendu. La place a été donnée à quelqu'un d'autre. Et là, la course contre la montre devient encore plus stressante. Mais attention, un refus, ce n'est pas une porte fermée à clé. Il y a le recours, mais il ne faut pas le voir comme une simple seconde chance. C'est une nouvelle bataille qui demande une toute nouvelle stratégie. Et là, accrochez-vous. Si on trouvait que 1500 caractères c'était court, pour le recours, on a droit à 700. C'est minuscule. Impossible de tout redire. La stratégie doit être chirurgicale, on répond uniquement au motif du refus, de manière claire, nette et précise. Cette phrase d'Einstein résume tout. Envoyer le même dossier en espérant que ça marche cette fois, c'est la définition de la folie. Pour un recours, il faut tout reprendre. On analyse le motif du refus, on déconstruit son ancienne argumentation, et on reconstruit quelque chose de nouveau, de plus fort. Voilà. Maintenant, le terrain de jeu est beaucoup plus clair. Les pièges sont identifiés, les stratégies sont connues. La question n'est plus de subir le parcours, mais de décider intelligemment par où commencer pour le maîtriser.